sera rapide parce qu'il y a des physiciens ici. La question c'est le rayonnement, le fond cosmologique, ce rayonnement. Le rayonnement en question. Je sais qu'il correspond à une température de 3 degrés, quelque chose. C'est une seule longueur d'onde ou c'est un tissu c'est un ensemble de rayonnements. D'accord, mais ma question plutôt, est-ce que c'est une seule longueur d'onde ou est-ce que c'est toute une gamme de longueur d'onde? C'est dans les micro-ondes. C'est une distribution, assez étroite dans le domaine des micro-ondes. D'accord. D'ailleurs, il y a une formule qui donne la... Non, le format, ça dépend de la température. Mais oui, mais... Oui, c'est ça, il a raison. Si, effectivement. En fait, c'est... On n'avait pas compris, mais... Effectivement. Non, précisons, il y a une loi physique qui date du 19e siècle, comme quoi tout... Il vaut mieux que ce soit moi qui le dise, parce que je le dirai plus simplement, parce que je le connais plus grossièrement que vous. Tout corps chauffé émet un rayonnement électromagnétique. Et même non chauffé. C'est ça la lumière. Tout corps. D'accord, mais là tu vois, tu as raison, mais ça pollue le message principal. Mais non. Si, non, Tu as raison, mais j'attends de le dire. Pas maintenant. Non, ce qu'il faut dire, c'est que tout corps émet un rayonnement dont la distribution de longueur d'onde dépend de la température. D'accord, ok, il a raison, c'est bon, ça marche, on est tous d'accord comme ça. Et est-ce que ce rayonnement, c'est ce qu'on appelle la lumière? Il peut y avoir de la lumière. C'est ce qui fait qu'il y a des corps qui sont chauffés au rouge, au blanc, et qu'il y a des étoiles qui peuvent La lumière, c'est entre le rouge et le violet. Mais il y a beaucoup de choses avant le rouge. Et on clôt là-dessus. Il y a juste... Alors maintenant, mes deux questions. Question numéro 1, liée directement à ça. Non, je vais d'abord poser la question numéro 2, c'est plus sûr. Question numéro 2, on va voir, on remonte pas parce que c'est la moins compliquée. Question numéro 2, disais-je. Il faut le laisser parler. Faites pas par ici. Voilà, on y arrive. Alors, tout à l'heure, il y aura le deuxième point pour lequel je viens de demander une préparation. Et là d'abord, j'ai appris par les médias que, alors qu'on pensait, qu'on se demandait si l'expansion de l'univers se ralentissait ou pas, et que ça dépendait de la densité de l'univers, dans un cas, il retombe sur lui-même ou pas, voilà qu'on a découvert, il y a quelques années, semble-t-il, une dizaine peut-être, que ça s'accélère. Ça s'accélère, oui. Et alors, le raisonnement qu'on a fait à propos... Justement, j'y viens. Le raisonnement qu'on a fait à propos de Hubble, pourquoi on ne le fait pas en sens inverse? À savoir, l'expansion de l'univers se ralentit quand on monte dans le temps. Auquel cas, on pourrait très bien avoir, pas de Big Bang, parce qu'il est peut-être infiniment loin, la progression étant, disons, logarithmique, par exemple. Tu as raison, je veux dire pourquoi tu as raison. Tu as raison parce que dire à l'instant zéro, ça n'a pas de sens. Étant donné qu'à l'instant zéro, la densité de matière est telle qu'on se trouve dans l'équivalent d'un trou noir. C'est-à-dire l'espace et le temps s'inversent. Le temps devient cyclique. Si tu préfères, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. En termes de cercle, voilà. Donc ça ne veut rien dire de dire au temps zéro, parce que plus on approche du temps zéro, moins le temps a de sens. De toute façon, même... C'est un peu comme comment dirais-je, comme l'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Mais de toute façon, même... Moi je dirais... C'est de l'asymptote, voilà. Moi je dirais mieux, autant soi-disant zéro, nos théories, même les plus évoluées, n'ont rien à dire parce qu'on sort de leur domaine de validité. Point barre. Justement, on cherche la grande unification. Très valable, Si je puis me permettre, nous avons deux barrières. la théorie de la grande unification. La deuxième barrière qu'on entend dans le temps, ou la première dans l'ordre chronologique, c'est le temps de Planck, ou la longueur de Planck. Et il y a une autre barrière, qui est effectivement le moment où l'univers est d'une telle densité qu'il forme un trou noir. Et ceci est largement postérieur au temps de Planck. Vu ce que j'ai mis sur les trous noirs, Le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 43. Et la longueur de Planck, et alors donc comment on résout cette question-là? Comment en fait on décide que finalement l'univers ne s'expand d'une manière accélérée que depuis un certain temps et pas depuis le début? Ça, je ne sais pas, mais on l'a découvert récemment. Oui, on a découvert récemment que Qu'est-ce que vous entendez par récemment? C'est-à-dire il y a combien de temps? une dizaine d'années. Seulement depuis une dizaine d'années?
découvert date de moins de 10 ans. Et qui a découvert ça? Des astronomes. Oui, mais il y a un nom, il y a un nom qui se... Je ne sais pas. Non, il semblerait que ce sont des observations. Mais la découverte est récente, En fait, la longueur mais de le passage de ralentissement c'est le temps de à l'accélération et aussi En même temps, c'est dans son temps. Il y a des formules mais ça date de très longtemps. qui sont dans ce tableau. Je suis désolée, je t'ai pas entendu, Gérard, qu'est-ce que tu disais? La découverte de cette accélération est récente. Oui. Mais le phénomène lui-même, à l'échelle de l'univers des 13 milliards d'années, est aussi récent. Ça date d'il y a 4 ou 5 milliards d'années seulement, quelque chose comme ça, hein, approximativement, je ne sais pas quelque chose comme ça. Attends, la découverte, La découverte est récente. elle vient pas de 5 milliards d'années parce que ça fait il y a longtemps. C'est ce que je viens de dire 3 fois. La découverte est récente. D'accord. Mais le phénomène, lui, à l'échelle de l'histoire de l'univers, est aussi récent et date. D'accord, 5 milliards d'années au lieu de 15. Mais il faut écouter ce que je dis. Ok. Les gens, ils n'écoutent pas. Moi, je voudrais quand même... Mais on a besoin de reformuler pour comprendre. Effectivement, il y a eu le Big Bang, il y a eu un ralentissement d'abord, pendant 10 milliards d'années, approximativement, je n'ai pas les chiffres exacts. Et depuis environ 3 ou 1 milliard d'années, il y a une accélération. D'accord, et on explique ça comment? Par l'énergie du vide, on n'a pas la bonne explication, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Actuellement, on est à l'époque de Copernic, de Ptolémée. On explique quelque chose, l'explication de ce quelque chose amène d'autres mystères qu'on n'explique pas, on rajoute quelque chose pour expliquer ce qu'on n'explique pas. C'est le système des épicycles de Copernic, c'est ce qu'on appelle en termes vulgaires une usine à gaz. La cosmologie actuelle, c'est une usine à gaz. Il y a des théories qui s'enchevêtrent, chaque nouvelle théorie amène de nouvelles hypothèses, qui amènent de nouvelles observations, qui amènent de nouvelles inconnues, et il n'y a pas actuellement d'explication cohérente. Actuellement, Moi, je voudrais quand même poser une question. Parce que, vas-y, c'est pas tout ça que je lève le doigt, mais actuellement, Jean-Philippe Huzon l'a dit encore il y a 2-3 jours à France Inter, sur la tête du carré, il y a environ une centaine de théories pour expliquer le Big Bang et tout le reste. Une centaine. donc c'est plutôt inquiétant. Non. C'est inquiétant parce que si on en a une multitude, ça veut dire qu'on a une théorie qui tient. Il n'y en a pas une qui tient vraiment le coup, non? Il y en a une qui est moins mauvaise que les autres et mieux affermie grâce au... Non, mais c'est une hypothèse que j'aimais, hein. Je dis pas que je... Il y a la théorie du Big Puis Bang. je me permets de remarquer que je n'avais pas fini, que j'avais une deuxième. Ah d'accord, bien sûr, bien La sûr. première, j'ai eu ma réponse. Ok, j'ai bien J'ai compris. quelque chose de plus à dire, mais je vais aller après. C'est la théorie, ça peut pas être une observation, qui dit qu'après s'être logiquement ralenti, l'expansion s'est accélérée il y a 50 ans. Bien. Maintenant, j'en ai une autre. Elle a eu une accélération Sur le FDC, Il y a eu une accélération avant le ralentissement. si on a toute une gamme de longueurs d'onde, mais ça reste assez étroite, probablement répartie plus ou moins uniformément, et qui partent et qui vont dans toutes les directions. Ça veut dire que statistiquement, il y en a autant qui viennent de par là que qui viennent de la direction opposée. Comment se fait-il que nous n'avions... Est-ce que ce sont des zones stationnaires? On devrait avoir des zones stationnaires. Elles devraient toutes être en train de se... J'ai jamais entendu parler de ça, alors je ne peux pas répondre. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Oui, j'ai très bien compris. Oui, alors, pour qu'il y ait des zones stationnaires, il faut que... Alors là, on en revient toujours à 100 chaises. Oh, pardon, excusez-moi, il vaut mieux que ce soit moi qui explique, parce que tu as deux ondes qui sont d'égale amplitude, on va simplifier, d'égale amplitude et d'égale longueur d'onde. Elles se chevauchent. Elles se chevauchent. Il y en a une qui vient d'ici, une qui vient d'ici, et ce qui se trouve entre les deux,
il va y avoir des points, tous les points qui se trouvent quelque part entre les deux. Il y en a qui vont se retrouver sur la crête de vague de cette onde-là et sur le creux de vague de celle-là. Et d'autres qui vont se trouver, au contraire, sur le creux de vague, qui sont sur le creux de vague de celle-là, en même temps que sur le creux de vague de l'autre aussi. Ce qui fait qu'en fait, tout le nom de stationnaire, c'est une chose facile à vérifier avec des instruments appropriés. Avec une corde, l'image de l'accord est très bonne. Si vous avez joué à l'accord, disons que Non, mais si tout le monde parle en même temps, ça va pas. il y a des points qui n'arrêtent pas de bouger très fort, 2 fois plus fort que s'il n'y avait qu'une seule sur ce long, et des autres qui ne bougent pas du tout. Ceux qui sont sur la crête d'ici, quand ils sont sur Moi, je pense que ce qui est pas mal, c'est la corde. et avec la corde, on voit ça. Quand on fait vibrer une corde de manière stationnaire, et donc stationnaire, là c'est avec une seule impulsion, ça va plus simple. Il y a des endroits qui ne bougent pas, et d'autres qui bougent. c'est trop technique. Plus simple, plus simple. C'est trop technique. Tu as joué à la... Tu as joué à Non. Mireille, c'est moi qui ai. Tu as joué à l'accord. Non, je pense qu'il faut animer avec beaucoup de... Voilà. On n'est pas... C'est agréable d'être ensemble. Il ne faut pas que ce soit un moment désagréable. Il faut que ce soit un moment vraiment agréable. Et donc, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un petit peu discipliné dans la façon dont on essaye de s'exprimer. Alors, moi, je voudrais quand même que tu nous donnes cet exemple de corde. Je trouve que c'est pas mal. Tu vois l'accord quand je fais un film, tu as deux gamines qui tenaient une corde. Alors si vous faites, si l'une tient la corde, l'autre suit comme ça, vous voyez l'autre qui se protège. Il y a un moment où la corde fait ça. Les cordes de piano, c'est des ondes stationnaires. Les cordes de violoncelle, les cordes qui sont tenues à debout, c'est des ondes stationnaires. C'est pas une onde qui se propage. Tu lances un caillou dans l'eau. C'est une onde progressive. D'accord? Tu vois les ondes. Mais si tu tiens les deux bouts, là, c'est stationnaire. Pas toujours, ça dépend d'un primaire. C'était trop technique, c'est trop technique. Voilà. Mais on ne va pas rentrer dans la C'est la bonne technique, image. donc on a compris l'image. Bon, je voudrais quand même poser la question, parce que moi, cette histoire de Big Bang, bon, c'est évidemment, ce ne sont que des théories qui ont l'air de plus ou moins tenir debout, des théories qui amènent d'autres théories, parce qu'il faut valider ce qu'on ne comprend pas. Voilà. Alors moi, je voudrais quand même, c'est dommage que Francis soit pas là, mais que tu nous rappelles finalement les raisons pour lesquelles lui considère qu'il n'y a pas de Big Bang. Est-ce que tu peux nous dire comment est votre argument? Je veux te dire, il y a deux arguments. Il y a un argument idéologique. C'est que Lady Big Bang, surtout que c'est l'abbé Lemaître qui a été l'un de ceux qui ont le plus propagé la théorie du Big Bang. Un abbé, ça lit la Bible, et dans la Bible, on lit que Dieu créa le ciel et la terre, que la lumière soit la lumière. Ça a un parfum biblique. Et beaucoup de gens, c'est pas acceptable. Donc ça, c'est l'aspect idéologique. Il y en a qui disent même que la science, elle est idéologique, n'est-ce pas? Darwin, les Mitchell de Lysenko, ils n'étaient pas dans un terrain neutre, n'est-ce pas? Ils étaient dans leur temps. David, c'était l'époque victorienne de la lutte pour la vie dans le capitalisme. D'ailleurs, le darwinisme social a existé avant le darwinisme biologique. Donc, Autrement dit, sa théorie est le produit de son époque. voilà, exactement. Certains pensent que l'idée de le mettre, c'est pas lui qui a découvert ça. Il n'a pas été le seul à formaliser le Big Bang. Disons qu'elle est née de sa culture. Ensuite, ils ont l'abbé Lemaître, un abbé belge. Voilà, on se dit, évidemment, il veut justifier Pierre Puch. D'ailleurs, le pape a dit à cette époque, voilà, maintenant on y est. Voilà. Bon, et ça, c'est l'aspect. Là, alors maintenant, il y a un aspect beaucoup plus scientifique, qui est qu'en réalité, la théorie du Big Bang, qui explique beaucoup de choses, a amené beaucoup de choses qui, elles, sont inexpliquées. Et bon, là, il faudrait que ce soit Francis lui-même qui les expose. Mais par exemple, la fameuse récession des galaxies, en fait, la première mesure, c'était une récession des étoiles, pas des galaxies, donc ça n'avait pas de valeur. Alors évidemment, ensuite, on a affiné. Mais ça a commencé déjà sur une base fausse. Et en plus, les mesures étaient très imprécises. Alors ensuite, alors en plus de ça, on a élaboré des tas de théories
comme elle n'expliquait pas tout, on amenait d'autres théories pour expliquer ce que les premières n'expliquaient pas. Il y a à 380 000 ans, il y a eu une hyperinflation, ensuite un ralentissement, ensuite une accélération. On a juste oui, je comprends ce que tu veux dire. S'arranger avec les observations. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, en plus de ça, donc. Parce que normalement, une théorie, normalement, elle doit, d'entrée de jeu... Par exemple, la théorie de la relativité restreinte, d'entrée de jeu, elle a expliqué les relations de Lorentz qui avaient été écrites simplement pour expliquer le phénomène, enfin l'expérience de Michelson-Morley. Michelson-Morley ont fait une expérience où ils ont vu que ça ne collait pas avec l'addition de la vitesse de la lumière dans un sens et dans l'autre, par rapport à la vitesse de la Terre. Hein. Dans un sens, c'est le message de la vitesse de la Terre, dans l'autre, sur retranché, ça ne collait pas, la vitesse est toujours la même. Alors, Lorentz a écrit des équations. Voilà, Poincaré a établi le groupe de ces équations. Mais pourquoi? Et finalement, c'est Einstein qui est parti de deux postulats. Le principe de relativité de Galilée, parce que ça date de Galilée, le principe de relativité, et l'invariance de la vitesse de la lumière dans tous les repères inertiels. À partir de ça, il a fait une théorie, il a établi la cohérence mathématique, il a retrouvé les relations de Lorentz et plus beaucoup d'autres choses. C'est pareil pour les orbites de Bohr. Bon, hein, on a découvert que les atomes rayonnaient des raies, et pas de façon continue. Pourquoi? Alors Bohr il a expliqué qu'en fait l'énergie était quantifiée, c'est-à-dire qu'elle pouvait sauter d'une orbite à l'autre de façon discontinue, pas de façon continue. Mais pourquoi? C'est De Broglie qui, en montrant que la matière aussi était associée à des ondes, a dit mais c'est normal. Si des ondes sont associées aux électrons dans une orbite de Bohr, il y a des ondes stationnaires qui se forment. Et les ondes stationnaires obéissent à des lois. C'est que les ondes stationnaires, c'est le point de rencontre entre le continu d'une onde et le discontinu d'une particule ou d'un photon. Donc là, c'était des théories qui amenaient une cohérence dans des phénomènes qu'on expliquait de façon ad hoc. Voilà. Alors oui, le Big Bang... C'est-à-dire que là, moi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt pas en faveur du Big Bang, le fait qu'il y ait autant de théories. Non, mais il n'y en a pas une centaine, il y en a quelques dizaines, il ne faut pas exagérer. C'est ce que Jean-Philippe Lugard, le physicien, a dit il y a 3 jours à la radio. À la radio. Je répète ce qu'il dit. Jean-Philippe Lugard, je ne sais pas si tu connais. Non, mais je sais très bien, c'est l'adjoint de Villani à l'Institut. C'était, il n'est plus. Enfin, il a une très belle queue de cheval. Non, il a une très belle queue de cheval et il s'est querellé avec Francis Sanchez d'ailleurs à la mairie du Stade. Absolument, on s'en souvient très bien. Tu t'en souviens? Oui, parce qu'il lui a dit que son truc c'était complètement nul. Francis Sanchez a failli se faire arrêter par la police. Non, mais parce que Cédric Villani n'est plus directeur de l'IAC. Je sais. Bon, non. Il y avait deux raisons à la question comment aller dans le sens où il n'y avait pas de Big Bang. La première est idéologique et la deuxième. Et la deuxième, c'est un faisceau de scientifiques. Premièrement, il n'y a pas de cohérence, alors ça explique certaines choses, mais ça introduit d'autres questions qu'on doit expliquer avec autre chose, qui introduit ainsi de suite. C'est ça que je trouve curieux finalement. C'est ça que je trouve curieux finalement. C'est qu'on essaie de coller à quelque chose qu'on a échafaudé. C'est pas curieux parce que les scientifiques, dans leur labo, ils doivent faire des projets, des rapports, justifier leur salaire, leur mission, et n'ont pas envie de faire la révolution. Pourquoi est-ce que c'est Einstein qui a fait la révolution et pas Poincaré? Parce que Poincaré, c'était un bon bourgeois de province, son frère était président de la République. Bon, je veux dire, il a fait beaucoup de choses, mais il ne voulait pas franchir le rupture. Einstein, c'était un petit immigré dans un bureau des brevets, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il a fait la révolution. Donc, pour faire la révolution, il faut n'avoir rien à perdre. Alors, tous ces scientifiques qui rajoutent des théories, qui en inventent, qui veulent se montrer originaux pour passer directeur de recherche, pour changer de statut ou je ne sais pas quoi, ils n'ont pas envie de faire la révolution. Ça ne les intéresse pas. Francis Sanchez, lui, il n'a rien à perdre. Il est brûlé vis-à-vis de ses collègues, donc il veut faire la révolution. Et en un sens, il a raison. Mais il l'a fait de façon tellement agressive et incohérente que ça ne passe pas. Alors qu'il dit beaucoup de choses sensées. Tu vois. Alors il y a d'autres arguments. Hein. Il y a par exemple la théorie de l'univers stationnaire de Bondy. Michel, il y avait un merci. Merci à Il y a mon épouse qui est à Paris. C'est pas bien ça. Le capitaine abandonne. Elle n'a pas voulu venir. Un détail, aucun rapport. Samedi, on retourne aux associés.
Parce que on en a marre, c'était le sou. Donc, ceux qui viennent samedi, c'est à 16h30 aux associés. Ah bah Oui, voilà. Oui, voilà. Parce que, on en a marre. Voilà. Et merci de m'avoir écouté et puis continuez bien. De toute façon, il y en a qui sont... Ça m'était... Je ne suis pas très Enfin, voilà, donc il y a deux théories. Il y a celle de Bondy et il y a la théorie de Boyd, de Gold, Bondy et Boyd, de l'univers stationnaire, où l'univers est plongé dans un thermostat. Elle a été répétée pour certaines raisons. Je pense avoir réfléchi. Donc, alors, c'est sa fameuse théorie de l'hypercosmos, comment il appelle ça, du grand cosmos, dans lequel on a eu pour Francis Sanchez, ce qui est, c'est une sorte de mer immense, donc il a calculé les dimensions, d'ailleurs, il appelle ça le volume de Dieu. Le volume, c'est A puissance. C'est son côté un peu provocateur. Alors c'est marrant parce que le volume qu'il a calculé par une méthode holographique totalement cohérente. Je vais vérifier ce calcul. C'est A puissance A sur pi. Et A, c'est la constante électrique de Newton. C'est extraordinaire. On tombe pile sur A puissance A sur pi aux erreurs de mesure près. La constante électrique. Moi, j'ai toujours pris très au sérieux. C'est l'inverse de la constante de Svetkovsky. C'est ça, ça vaut à peu près 137. Si on calcule le volume, c'est un univers fini. Non, attends, c'est un univers fini, mais infiniment plus grand que notre univers, qui est une sorte, qui est une bulle dans un océan. Francis Sanchez, oui, d'accord, mais attends, Francis dit quelque chose de juste, c'est que le zéro n'existe pas, l'infini n'existe pas, et le continu n'existe pas. Ce sont des fictions mathématiques pour faciliter les calculs. Parce que c'est pas seulement la matière qui est discontinue, on sait maintenant, c'est les atomes, mais l'espace est discontinu, le temps est discontinu, c'est la longueur de Planck, le temps de Planck, tout est discontinu, n'est-ce pas? Et l'univers ne peut pas être infini. C'est comme le point zéro, là, le petit truc qui explose. C'est pas un point, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir une longueur inférieure à la longueur de Planck. Il y a 10 puissance moins 43 mètres. Tout est enfin non, moins 35. Amen voulait dire quelque chose. C'est pas mission impossible, je cherche à comprendre l'origine de l'univers. Est-ce que ça peut être une question scientifique ou est-ce qu'on n'est pas obligé de s'en remettre à une philosophie? Parce que ça a l'air tellement assez libre, parce que vous dites qu'on a l'impression que c'est pas de la poésie, excusez-moi. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de trucs. Non, mais il y a beaucoup de trucs. Alors, je veux dire comment on appelle les quarks. On leur donne des noms, alors, je veux dire les quarks. Il y en a, alors d'abord, il y en a qui sont bleus, verts et rouges. Évidemment, ils ne sont pas comme ça, mais on les appelle comme ça. Alors, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont étranges, il y en a qui sont au fond. Il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont charmés, et il y en a qui sont au sommet. C'est un peu de la poésie, tu vois. Bon. Parce que les matheux les physiciens sont des rigolos qui s'amusent avec les mots. Je sais que la singularité du Big Bang à l'origine, c'est des gens, c'est trois grands scientifiques d'ailleurs, qui ont publié un article bidon dans une revue connue, comme ils avaient dit dans le ça a été accepté. Ils ont montré qu'en fait, ils devaient avoir un point à l'origine. Mais c'était comment dirais-je, un canular. Et certains ont pris au sérieux et ils ont montré que ce n'était pas un canular. C'est comme ça que ça se passe. Alors, les scientifiques sont des fois, ce sont des gens qui sont influencés par le milieu politique. Ils sont là. Darwin était influencé par son milieu. Mais regarde la création de l'être humain. Ça vient de rien, il s'étend, et puis après, pouf, il régresse et il disparaît. Donc, je veux dire, c'est pas idiot d'imaginer qu'il en est de même. Oui, bien sûr, l'univers aussi. D'ailleurs, il y a une théorie. C'est pas idiot. Non, mais Hubert Reeves vit avec une théosophe. C'est peut-être. Hubert Reeves, il a un bel appartement à faire il est très influencé par le bouddhisme et ces machins-là. Il y a des idées selon lesquelles l'univers connaît des périodes d'expansion, de rétraction,
Alors il mélange un peu les idées théosophiques avec les idées parfaitement un chercheur de vérité. C'est un ingénieur aussi, enfin très très bon. Et alors ça c'est une idée aussi là, extension, rétraction, l'univers résonant. Il a Vous voulez dire quelque chose? Le Kalpa. C'est dans la mythologie indienne, la durée de vie d'un animal. Ça, c'est son texte là. Je peux dire, vous demandez de regarder ça dès le temps, mais à chaque fois, il y a un renouveau de Rachmaninoff dans les Jean, est-ce que je peux récupérer ton document? Il y a Pascal qui voudrait le lire, qui voudrait regarder, qui voudrait jeter un coup d'œil. Constater, l'observer, et il faut que les calculs corroborent. Après, à vous chercher, à vous trouver. Ah non, ceux qui critiquent doivent trouver. Ceux qui critiquent doivent faire mieux. Et ils ne sont pas toujours capables. En général, ceux qui critiquent ne sont pas capables de faire mieux. Non mais ce qu'il a dit est quand même très intéressant. Moi je pense que non mais ce que je veux dire c'est que tout de même aujourd'hui on a des scientifiques qui sont sous cloche, c'est-à-dire que leurs subventions dépendent des articles qu'ils vont écrire, etc. Et donc ils sont un peu pris à la gorge en fait. Donc si ils disent tout ce qu'on a fait pendant 10, 15, 20 ans là c'est n'importe quoi, on passe à autre chose, mais ils vont se faire allumer. Donc c'est ça le problème, c'est que parce qu'on leur a dit, mais on vous a donné tant d'argent, et c'est tout ce que la conclusion. Nadia, je prends mon exemple. Ouais. Moi, pendant jusqu'à 67 ans, j'ai fait de la recherche alimentaire. Je publiais, j'ai fait des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Mais c'est depuis que je suis à la retraite que je m'éclate avec les électrons de Dirac et ses théories. Alors que Francis Sanchez, lui, il a eu le courage de couper les ponts. Bon, peut-être parce qu'il a une femme qui l'entretient. Oui. Enfin, il y a Jacques qui veut dire quelque chose. Attends, je te filme, tu veux pas que je te filme? Comme ça. Oui, tout à l'heure, dans le... Tiens, oui, filme. Je voulais te filmer. Vas-y. Je sais pas, c'est par où, là, c'est par là. Oui, alors tout à l'heure on a parlé. Je t'en écoute, Jacques. On a parlé à propos de l'héliocentrisme, on a dit qu'on est passé du tout se passe comme si à c'est comme ça. Et moi je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Et si on dit c'est comme ça, est-ce que ça ne serait pas simplement parce qu'on a tendance à considérer ce qui est plus simple comme plus réel? Oui, c'est vrai, souvent. Vous êtes d'accord? Simple ou logique? Hein? Non, la différence entre tout se passe comme si et c'est comme ça, c'est l'idéologie. Tout se passe comme si, oui. Ça veut dire Aristote a raison, la Bible a raison, mais pour faire les calculs, il vaut mieux faire comme si c'était comme ça. Voilà. Oui. Alors que c'est comme ça veut dire que c'est la réalité. Alors ça reflète pas tellement la Bible, parce que la Bible ne s'occupe pas de cosmologie, à part l'histoire de Jésus. Mais Aristote, et ce sont des professeurs de l'école aristotélicienne du Vatican qui ont piégé Galilée, ils l'ont volé parce qu'ils étaient jeunes, ils faisaient des tas de découvertes, il a découvert des lunes de Jupiter, des phases de lune, ils voulaient le piéger, comme on savait qu'il avait un sale caractère, il s'est laissé piéger, il a failli, il est passé devant l'Inquisition. Finalement, il a été exilé dans une retraite par le pape qu'il aimait bien. Je croyais que c'était une manœuvre contre le pape. C'est une manœuvre, peut-être contre le pape, mais je pense aussi contre Galilée, dont beaucoup étaient jeunes. Mais quelle est la frontière entre la science, la philosophie et la poésie? Est-ce qu'il y en a une? Elle est floue. À l'origine, c'était pareil, hein, c'était la magie, c'était la mythologie. Voilà. À l'origine, il y avait la mythologie, qui était la conception, et la magie, qui était l'action. Et puis petit à petit, ça s'est différencié. Mais alors aujourd'hui? Aujourd'hui, en cosmologie, en biologie moléculaire, en psychologie des profondeurs, on touche à la métaphysique. Et en astronomie avec la Big Bang? En cosmologie encore plus. Alors là, et puis en théorie de l'évolution aussi, parce qu'il y a des tas de théories, je veux dire, qui contestent les idées darwiniennes. Oui, alors Gérard, tu voulais dire quelque chose? Première chose, je réponds, j'essaie un éclairage sur une de ces questions. Pourquoi chaque théorie amène de nouvelles questions? Pourquoi? Parce que chaque théorie
Non, c'est pas qu'elle amène de nouvelles questions. Attends, mais c'était normal. Ça a été dit. Ah non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, mais il m'a mal compris. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai entendu? Alors, c'est moi qui l'ai dit, effectivement. Non, non, mais c'est normal qu'il y ait des questions, enfin. Parce que chaque théorie a son domaine de validité. Donc on ne connaît pas toujours les frontières. Donc on cherche les frontières. Même la théorie de la relativité, les deux qui marchent très bien, elles ont des limites. Et chaque fois qu'on remplace une théorie par une autre, eh bien on modifie les frontières. En général, on élargit le domaine. Donc si les frontières sont modifiées, ça pose de nouvelles questions. Oui, ben, c'est pourquoi normal. sont-elles là et là et là? Ça c'est pour répondre aux premières choses. Deuxième chose, et il y a quelques jours, j'ai entendu à France Inter Jean-Philippe Luzon, qui est tout de même astrophysicien. Il a même écrit des bouquins, si ça vous intéresse. Puisque la tête, il ne l'aime pas. Voilà, mais c'est pas que je l'aime pas, c'était bon. On s'en fiche de l'aimer ou pas de l'aimer. C'est pas ça qui m'impressionne. Mais ça veut rien dire. Question d'amour, c'est C'est théorie. révolutionner la... C'est pas le nombre de bouquins qui compte. Ouais, bon, d'accord. Non, mais je veux dire, comme il était de la bonne orientation politique, il a été nommé à l'encyclopédie Poincaré. Mais il n'y est plus, il n'y est plus, c'est hors sujet, c'est hors sujet, ça. Bon, Gérard, tu continues, vas-y, vas-y. Il est astrophysicien Il s'est disputé avec son chef. mais ça n'a... C'est pas de sujet, on s'en fout. On s'en fout. Et il a dit cette chose-là à propos de la taille spatiale de l'univers. Alors vous en penserez comme ce que vous voulez. Je répète que Jean-Philippe Luzon, astrophysicien, ingénieur de l'école des mines. Oui, bon. Non, arrête de faire du bashing. Non, c'est ironique, mais ironique. Gérard, pas droit au but, Arrête de comme ça. Gérard, pas droit au but. c'est moi qui ai mis là, je me rappelle. Ah, donc personne ne se manifesterait. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, je parlerai quand je pourrai me comprendre et m'entendre. Il a dit à propos de la taille spatiale de l'univers, on se pose toujours la question s'il est fini ou infini. Il a dit qu'il faut distinguer deux choses du cosmos. Il faut distinguer la partie observable aujourd'hui de l'univers, qui est finie, et la partie au-delà de l'observable, donc on peut se poser la question si cette partie est infinie ou pas. Alors la partie finie de l'observable, c'est en années-lumière, c'est 13,7, mais avec... Laisse-moi terminer ma phrase. Si je ne peux pas terminer la phrase, c'est de la merde, je dis. 13 milliards, la lumière pour nous parvenir, du plus loin possible, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. Mais, depuis ce temps-là, l'univers s'est expansé. Donc, aujourd'hui, la taille de l'univers, c'est environ, je dis bien environ 45 milliards d'années-lumière. Je dis bien environ. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est dans un volume qui a un rayon à peu près de 45 milliards environ d'années-lumière. Bon, au-delà, l'univers est infini pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'il n'y a pas de limites? Réponse, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il est infini, peut-être pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la théorie de l'univers chiffonnée, je n'aime pas ce mot-là, de luminaire, c'est pas la bonne explication. L'univers actuel, on sait qu'il est plus grand que l'univers observable d'environ, alors je crois que c'est 20% à peu près, 20%, je ne sais pas si c'est en volume ou en rayon, hein, bon, peu importe. Mais au-delà, on ne sait pas. Réponse, on ne sait pas aujourd'hui si le cosmos est fini ou infini.
Bon, je ne pense pas qu'il ait dit 40 milliards, parce que c'est effectivement avant l'astrophysicien, mais ça m'étonnerait qu'il ait dit ça, parce que c'est un concours. Il a du mal à comprendre. Il n'a pas dit 40 milliards. C'est moi qui le dis, ça. Mais parce qu'il n'est pas inventé, je l'ai lu et je... On lit beaucoup de choses dans les journaux. Oui, les journalistes, Par contre, moi aussi tu dis beaucoup de choses. Par contre, ce qui est vrai, ce qui pourrait être vrai, c'est qu'au-delà des 13,805 milliards d'euros, c'est la dernière mesure faite par la Chambre. Dans une théorie donnée. Bien sûr. Parce que si on change de théorie, ça change. Évidemment. Il y a autre chose, et c'est la fameuse théorie de Gold, Bond et Roy, qui a été reprise sous une autre forme par Francis Sanchez. Il y aurait une sorte de grand cosmos dans lequel qui serait la belle thermique, dans lequel notre univers serait plongé. Voilà. Mais tout ça, c'est de la spéculation. On ne saura peut-être jamais, peut-être qu'on saura un jour, si on a une théorie qui permet. Tu sais, il fut un temps où on n'arrivait pas à expliquer des raies spectrales. Et alors, il fut un temps où on n'arrivait plus. Et maintenant, tout ça c'est très clair grâce à la théorie de Sanchez. Oui. Peut-être qu'un jour, on arrivera, moi je pense qu'un jour, on arrivera même à entrer en contact avec les esprits, de même qu'actuellement avec un portable, on arrive à capter des tas d'émissions de toutes sortes qui sont invisibles, mais que les portables arrivent à capter. Pour quelqu'un de l'époque du 14, ça aurait été un miracle, alors qu'aujourd'hui, les moindres gamins de banlieue s'amusent avec ça. Alors, on verra ce qui se passe un jour. Aujourd'hui, dans le cas des théories actuelles, c'est l'usine à gaz. Il ne faut pas faire confiance à ceux qui racontent n'importe quoi. donc restons au lit sous la couette et ne faisons rien. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut se rendre dans cette théorie avec des pincettes, surtout quand elles sont publiées par des vulgarisateurs moyens. Mais je suis bien d'accord avec toi, mais il y en a de très bons. Mais de toute façon, Par exemple, c'est un très bon. Toi, tu es un très bon vulgarisateur. non mais attendez, mais toute recherche procède par erreur. Il faut en effet se lever de sa couette, il faut sortir de sa couette, hein, et puis faire. Ben oui, bien sûr, on est bien d'accord. Mais bon, on va dire que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a trouvé les réponses aux questions qu'on se pose. C'est assez absurde. Aujourd'hui, il faut faire au mieux avec ce que l'on a. Point barre. Au mieux avec ce qu'on a. Au mieux, on peut peut-être aussi avec ce que l'on non, a. mais moi je dirais même plus, parce que tout à l'heure quand il a parlé de Musan, ce qu'on peut lui reprocher quand même, c'est qu'il est de l'establishment, il est dans les petits papiers des politiques, c'est pas, le moins qu'on puisse dire, c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un type qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant non, c'est pas possible. Donc c'est ça qu'on peut lui reprocher. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a initié, je ne sais pas ce que ça a donné, plein de recherches à la limite de ce qu'on connaît. C'est un très bon chercheur, mais comme disait Nadia, il est dans le système. Je prends un autre exemple. Ah oui, il est dans le système. Je prends un autre exemple, celui de Jacques Benveniste. Jacques Benveniste, ça a été un grand chercheur. Il a travaillé avec des prix Nobel, il a des centaines d'articles, il a été aux États-Unis. Ça a été un grand chercheur. Et puis un beau jour, il avait une stagiaire qui a cru découvrir quelque chose qui pouvait faire penser à la mémoire de l'eau. Qui dit mémoire de l'eau, dit homéopathie. Alors là, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Bon. Alors lui, au lieu d'opérer, je veux dire, comme on le fait habituellement, comme opérer Pasteur avec une lumière, en cherchant à détruire ses propres théories, il a été tellement enthousiasmé qu'il a voulu publier ça tout de suite. Et puis, bon, par la suite, comme il était dans le système, il a été pris comme conseiller par Jean-Pierre Chevènement. Bon, et là, bon, je veux dire, le pouvoir lui est monté à la tête. Et puis quand, finalement, il est revenu à la paillasse, il n'arrivait pas à comprendre qu'il fallait faire la preuve devant ses pairs. Moi, j'ai fait partie d'un comité de contrôle. Hein. Il y avait 3 ou 4 personnes dont je faisais partie en tant que physico-chimiste. Bon, et c'est quelqu'un qui ne supportait plus la critique, enfin, quelqu'un qui a été conseiller scientifique de Chevènement, qui a été subventionné par Boiron. Boiron, c'est la grosse boîte, voilà.
je pense pas qu'il va accepter que des minables comme nous osions critiquer. Alors, le président, le directeur général du CNRS a voulu qu'il fasse des expériences contradictoires à l'hôpital Cochin, j'y étais. Mais il a menacé le directeur du CNRS de procès, enfin bon, il est devenu, je veux dire, le pouvoir lui est monté à la tête. S'il était resté chercheur, il aurait peut-être eu le Nobel, il est excellent, mais le pouvoir, il est entré dans le système, le pouvoir lui est monté à la tête. Et qu'est-ce que c'est devenu cette histoire de mémoire de l'eau? Il est mort. Non, mais cette histoire de mémoire. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a quelqu'un comme Luc Montagnier. Oui, oui. Il a découvert le virus du sida. Parce que moi, ça m'avait vraiment intéressé à l'époque. C'était quoi, dans les années 90, hein, c'est comme ça? Oui, c'est ça. C'était dans ces années-là. Hein. Exactement. J'ai même une fois été invité par une psychanalyste de mes amis, il y avait Ben Vénis et d'autres, et ils voulaient que la sécurité sociale prélève 1 euro sur toute consultation de façon à subventionner la recherche. C'était Roussel-Luclaf à l'époque. Ça allait loin. Hein, C'est Roussel-Luclaf. Pourquoi? Parce que ce bon chercheur, qui a travaillé avec les Nobel, qui a publié le centre, a eu le goût du pouvoir. Tu sais, c'est difficile de se désintoxiquer. Hein. Regarde Sarko, là. Peut-être qu'il croyait en ça. Non, mais je pense qu'il y a eu un moment où il a compris qu'il faisait pas ça. Mais il ne pouvait pas perdre la face. Alors il s'est dit, en allant plus loin, je me trouverais peut-être quelque chose. Mais j'ai le sentiment que lui-même n'y croyait plus vraiment. Mais il ne pouvait pas supporter que... Tu disais que le professeur Montagnier, quelque chose. Voilà, alors Montagnier, hein, j'ai appris récemment que Montagnier, que je connais bien aussi, hein, donc Montagnier qui a découvert le virus du sida, le Nobel, eh bien Montagnier ne croit pas, je crois qu'il a raison, dans la fusion froide, c'est-à-dire la fusion nucléaire par voie chimique. Parce qu'il y a des gens qui y croient. Il y a même des gens qui croient que les réactions biologiques enzymatiques peuvent provoquer des transmutations, ce qui est absolument hors de question pour des raisons énergétiques. Mais il semblerait qu'il croit, enfin, il ne croit pas sous la forme naïve hein, de l'homéopathie, mais qu'il croit qu'il y aurait quelque chose dans cette histoire de mémoire de l'eau. Je pense quand même. Ouais, d'accord. Alors Montagnier, c'est l'eau qui... Ben, tu vois, voilà un exemple de Montagnier, là, quand il a découvert le fameux virus. Ben, quand on a continué à écouler pendant je ne sais pas combien d'années du sang qui était contaminé, je veux dire que pour le système, il était largement responsable de... Je ne parle pas de Montagnier, hein, je parle du système. Parce que lui, il leur a dit, mais il faut absolument chauffer le sang. Et ils ne l'ont pas fait. C'était une connerie de la Fabius. Ben, bien sûr, c'était une pas connerie. le Premier ministre qui va regarder derrière chaque enfant. Mais par contre, à l'époque, il y avait quand même la directrice de la Croix-Rouge, qui était, comment elle s'appelle, Georgina Dufoy, qui va être quand même très occupée des trucs. Ce qui est vrai, c'est que... Et la banque du sang. Voilà, ce qui est vrai, c'est que les trusts pharmaceutiques, biologiques, etc., ne veulent pas. Je crois, tu sais, il y a cette histoire du lait. Ils n'ont pas voulu se débarrasser des stocks. Ils ont essayé de le diluer, etc., pour faire des yaourts, des fromages, mais c'est scandaleux. C'est exactement comme des supprimes. Au niveau financier, c'est quoi les supprimes? C'est qu'au lieu de des valeurs poussières pourries, et au lieu de s'en débarrasser, on les dilue avec dans des stocks d'OPCVM, de SINAB, etc. Donc, comment dirais-je, l'affaire des supprimes, c'est au niveau financier la même histoire que cette société qui a mélangé du lait contaminé parce qu'ils ne voulaient pas s'en débarrasser. Ben, c'est pareil au niveau du sang. Alors, mais là, c'est l'État qui est quand même. Moi, je dis Georgina, la pauvre, je ne suis pas sûre qu'elle était vraiment informée, la pauvre. Elle a dit, c'est elle qui a dit, je suis responsable. Oui, mais moi, je ne suis pas absolument persuadée. Non, c'est bien. C'est. Ça lui a été reproché, mais en fait, elle était effectivement responsable puisqu'elle était ministre en charge. Je connais le cas d'un ministre des Transports qui est démissionné après 2 déraillements alors qu'il n'était pour rien, ou encore d'un autre ministre des Transports qui, lui, heureusement, a inauguré le premier TGV alors qu'il n'y était pour rien. Donc, effectivement, elle est responsable dans ce sens-là. Il faut bien qu'il y en ait un. Et, bon, sa culpabilité, si il devait y en avoir une, ce serait d'avoir accepté d'être ministre. Et là, ici, il y a eu 2 témoignages, celui de Kouchner et celui de Simone Veil, disant ministre de la Santé, il vaut mieux connaître le milieu. Connaître le milieu.
Ah ouais, Ça ça a mis va. combien d'années je avant crois qu'il y que avait ce autre chose soit... aussi. qu'on prenne des mesures en effet, tu sais pas, une dizaine d'années. Parce qu'après, ils ont fait le FS, l'établissement français du sang, ils ont fait Il y avait une histoire un petit peu patriotique. Il y avait des tests américains qui étaient utilisés. On voulait que les tests français soient d'abord au point avant de pouvoir... il y a une histoire de ce genre. Tu sais, c'est très, très louche. Hein. C'est pas l'intérêt du consommateur qui est en jeu. C'est l'intérêt d'une firme privée, ou c'est l'intérêt, peut-être parfois l'intérêt national, parce qu'il faut qu'un test bien français... c'est la puissance de l'argent. Je me permets de s'arrêter. C'est pas exactement ça. Peut-être qu'il y a eu quelque part un lobbying, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, il s'agissait d'un autre problème que je qualifierais de psychologique. À savoir que le directeur du CNTS, qui s'appelait Michel Garetta, si mes souvenirs sont exacts, finalement, l'expression n'est pas de moi, elle est de Victor Hugo. Il a donné le pas, la préférence à la consigne sur la conscience. À la consigne sur la conscience. Au lieu de la conscience, il a choisi la consigne. Il a obéi à la consigne qui était bien gérée sur l'établissement. Et sur l'établissement frôlait la catastrophe, voire plongé dedans, s'il avait décidé de ne pas... Enfin, c'était mal géré. Non, mais c'est ce que disaient les fonctionnaires nazis. D'où l'importance de la désobéissance. Les fonctionnaires nazis disaient Donc bon, être désobéissant, c'est parfois extrêmement important. Du coup, c'est renoncer à un statut social. Tu vois. Il faut être courageux pour ça. Nous, moi, je suis rien, mais C'est ce que disait Eichmann. Moi, je n'ai fait que faire partir les trains à l'heure. Il a osé dire qu'il vérifiait la morale de Kant. oui, c'est vrai. Mais là, on n'est pas loin des problèmes qui sont inhérents à la science aujourd'hui, à savoir l'obligation de publier. Pourquoi on n'avance pas peut-être? C'est peut-être une grande question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est qu'il y a d'énormes lobbies, il y a plein de pognon derrière plein de trucs, etc. Et finalement, on a des gens qui voient d'abord leur intérêt financier, leur petit confort, plutôt que l'intérêt Financier général. ou social, c'est renommé. Nadia, il y a des... Est-ce que c'est pas terriblement humain? Non, je crois pas. Non, mais dans le milieu scientifique, si tu veux, dans la recherche de base, on est censé publier au maximum. Voilà. Sinon, on publie en périphérie. Dans la recherche appliquée, parfois, on est empêché de publier. Hein. Moi, je travaille au laboratoire central des industries électriques sur la radioconductivité des isolants irradiés, mais on m'a dit il ne faut pas publier, parce que c'était financé par l'industrie électrique. Il fallait que ça soit réservé aux financiers, aux sponsors. Mais la question de la reconnaissance, elle passe par l'écrit dans certains... C'est ça qui est bizarre, c'est pas objectif. Je dis des scientifiques, c'est pas des ectoplasmes qui vivent dans un monde idéal. Ils sont dans un milieu politique. En Allemagne nazie, en Union soviétique, on ne pouvait pas franchement vivre. Et même dans l'Angleterre victorienne, on était influencé par les idées dominantes. Donc, parfois, on est obligé de publier, sinon on n'en est pas avant ça. Parfois, on est empêché de publier parce que c'est réservé à ceux qui vont financer la recherche. C'est pas pour le bien du peuple, là. Soit pour le bien de la personne qui cherche, qui veut s'en valoir, soit pour le bien de celui qui le finance, qui dit non, regarde ça, c'est pour nous. Ce qui est intéressant surtout, c'est des conditions justement de la créativité, parce que je place quand même la recherche du côté de la créativité, de l'imagination. D'ailleurs, ce que disait Einstein, il disait que l'imagination est plus grande que tout le reste. Là, c'est quand même cette liberté, qu'on a au départ de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, de mener les expériences que l'on souhaite, sans être d'une certaine manière contraint. Einstein, il a fait beaucoup de choses. L'année où il était un petit employé au bureau des brevets, parce que c'est pas son job. Il faisait ça, il était libre, il était pas obligé. Et puis lorsqu'il a été nommé à Princeton, il n'a plus rien fait de bon. Enfin, il a cherché, mais finalement il a tourné en rond. Il était moins libre. D'ailleurs, je crois qu'il a demandé la vie. Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'être plombier. Parce qu'un plombier, il fait son métier et puis à côté de ça, il fait ce qu'il veut. Poincaré, il aurait dû découvrir la relativité. Il n'a pas fait parce qu'il était en système. Il avait tous les éléments en main. Il suffisait de ressembler le plus. Oui, c'est intéressant finalement de se poser cette question-là, parce que bon, on parle du Big Bang bien sûr, mais c'est les conditions nécessaires à l'émergence
d'une théorie ou même d'une découverte capitale et qui passe en fait par non seulement la désobéissance, non seulement le fait de ne pas être donc intégré dans un système, à cette grande liberté qu'on doit avoir pour pouvoir faire et mener les expériences que l'on souhaite, mais aussi à quelque chose en plus. Alors je ne sais pas quoi, pour Poincaré, qu'est-ce que c'est que ce truc en plus? Parce que qu'est-ce qu'il fait finalement? Parce que son frère, tout le monde le sait, était président de la République. Était président de la République. Alors lui, c'était un bon bourgeois de province, Oui. bien implanté, enraciné. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas sauté le pas? C'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il était libre, il avait l'argent, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il y a la réputation, c'est pas la révolution quand on regarde. Même si c'est une révolution intellectuelle. On vieillit aussi, il ne faut pas oublier ça. Non, mais il était jeune, quoi. Oui, mais je veux dire, la liberté, il n'était pas totalement libre finalement. Il n'était pas totalement libre de faire et d'agir comme il Il était voulait. libre financièrement, mais il n'était pas libre. Oui, c'est ça. C'est la question de la liberté chez lui. Oui. Moi, j'attribuerais plutôt ça au fait que c'était un mathématicien. Ça, Le génie d'Einstein, et c'était vrai aussi pour la mécanique quantique, exactement pour Planck. Dans les deux cas, Einstein est celui qui a dit c'est pas la peine de se dire tout se passe comme si, c'est comme ça. Voilà, exactement. Non, mais finalement, Einstein a eu la même démarche que Galilée. Parce que pour des gens comme Lorentz, par exemple, ça se passe comme ça. Et il paraît qu'Einstein d'ailleurs a eu recours à un de ses amis mathématiciens pour faire son équation. Il avait un ami parce qu'il était très mauvais mathématicien. Sa femme même. Oui, non, mais sa femme a beaucoup Ah oui, on en parle beaucoup d'ailleurs, la première. Voilà. Là, il a aidé, mais il avait un ami italien, un certain Michele Besso, qui l'a beaucoup aidé, qu'il est le seul à remercier dans son mémoire sur la relation internationale. Mais non, mais c'était un grand génie, mais c'était quand même un cerveau sur le plan familial. D'ailleurs, on pense qu'il était peut-être, il souffrait du syndrome d'Asperger, une sorte d'autisme affectif. Il paraît que jusqu'à 7 ans, on dit que jusqu'à 7 ans, il n'avait pas parlé. Ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal. Oui, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Il y a deux femmes. Comment Merci Mireille de ta présence. C'est lui, Montagnier. Oui, Montagnier. Oui, mais il est court-découvreur. Ah oui, il y a une femme. Mais le court-découvreur, c'est intéressant. J'ai cherché. Personne. Non, mais vous voyez, j'ai fait deux fois. Einstein est sa femme pour les mathématiques. Il est co-découvreur. Il n'est pas découvreur tout seul, mais on le retient. Non, mais vous n'avez pas dit. Non, mais Vous avez dire ensuite qu'il y avait Marie Curie. Il paraît que Marie. Non, mais attends, là c'est un exemple. Non, mais tu as raison. On n'a pas dit, on a dit Montagnier, on n'a pas dit. C'est plus complexe que ça. Pour les journalistes. Mais non, c'est plus complexe que ça. D'abord, je vais t'expliquer tout ça. Luc Montagnier a été le premier à isoler le sida, mais il l'a isolé sur des échantillons qui lui étaient donnés par un Américain, je ne sais plus comment. Bref. Et pendant longtemps, il y a eu une controverse entre Montagnier et cet Américain. Évidemment, les Américains défendaient. Comment il s'appelait ce Américain et Montagnier. C'était très important parce qu'il y avait de gros enjeux. Voilà, il y avait des tests pour l'identité du sida, la recherche d'un vaccin, etc. Il y avait de gros enjeux. Et, alors, ça c'est mon opinion et je la partage. Il y a un lobby dans le comité de Nobel. Il y a un lobby. Je le crois parce que je connais quelqu'un qui fait partie de ce lobby. C'est un. Non, je suis là, moi. Je bouge pas. On va manger ensemble si vous voulez. Ceux qui souhaitent manger. Donc, si tu veux, en gros. Si tu fais le recensement de tous les prix Nobel dans les sciences, je ne parle pas de la littérature ou de la paix, c'est dans les sciences, tu verras qu'il n'y a pas, depuis Louis de Broglie, il n'y a pas un seul catholique français. Je crois que c'est dû à